L'odeur du sang coagulé imprégnait encore les pierres humides de la tour de Tiffauges lorsque les soldats du duc de Bretagne enfoncèrent les portes de fer forgé. Nous étions en octobre 1440 et le vent automnal charriait plus que des feuilles mortes. Il portait des murmures d'horreur qui résonneraient à travers les siècles. Dans les cachots du château où la lumière du jour ne pénétrait jamais, les enquêteurs découvrirent des traces d'atrocités qui défiaient la capacité même de l'homme à comprendre le mal. Des fragments d'ossements minuscules, des taches sombres que même les pluies ne pouvaient effacer, et un silence funèbre qui semblait crier les agonies de dizaines d'enfants innocents. Qui aurait pu imaginer que ce lieu de terreur avait été le refuge de l'un des hommes les plus puissants de France ? Gilles de Rais, maréchal de France, héros d'Orléans, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, était devenu bien pire qu'un monstre. Il était devenu un démon incarné, assoiffé de sang enfantin et adorateur des ténèbres les plus profondes. Mais il n'en avait pas toujours été ainsi. Il y a seulement 2 décennies, Gilles de Rais arpentait les salles dorées du palais royal avec l'assurance de celui qui portait le poids de la gloire sur ses épaules. Sa stature imposante, plus d'1,80 m, dominait n'importe quel environnement qu'il pénétrait. Ses cheveux blonds tombaient en ondulation sur ses larges épaules, encadrant un visage que les dames de la cour considéraient d'une beauté presque angélique. Ses yeux bleus, alors limpides comme une source, reflétaient la détermination farouche d'un guerrier né pour commander des armées et remporter des batailles impossibles. Le jeune baron avait hérité non seulement de vastes terres s'étendant de la Bretagne à l'Anjou, mais aussi d'une fortune qui rivalisait avec celle du roi lui-même. 15 châteaux parsemaient ses domaines comme des joyaux enchâssés dans une couronne d'or. Tiffauges, Champtocé, Machécoul, chaque nom évoquait pouvoir, richesse et influence. Des milliers de vassaux travaillaient ces terres et ses revenus annuels dépassaient ceux de nombreux royaumes. À 20 ans, Gilles de Rais n'était pas seulement l'un des hommes les plus riches de France, il était une force de la nature, un ouragan d'ambition et de charisme qui semblait destiné à façonner le destin du royaume. Son ascension fulgurante commença lorsque les trompettes de guerre résonnèrent à travers la France, appelant tous les hommes d'honneur à défendre la patrie contre les invaseurs anglais. La guerre de 100 ans avait transformé le royaume en un champ de bataille sanglant où chaque victoire coûtait des fleuves de sang et chaque défaite signifiait des villages entiers livrés aux flammes. C'est dans ce contexte apocalyptique que Gilles de Rais trouva son élément naturel. Dans les plaines boueuses de Pataille, où la boue se mêlait au sang anglais, il chevauchait comme un démon de la guerre, son épée brillante fendant l'air avec la précision meurtrière d'un éclair. Ces hommes le suivaient avec une dévotion fanatique, sachant que là où Gilles de Rais combattait, la victoire ne tarderait pas. Son courage était légendaire, sa stratégie brillante et sa soif de gloire semblait infinie. Aux côtés de Jeanne d'Arc, cette paysanne mystérieuse qui disait entendre des voix divines, il participa au siège d'Orléans, la bataille qui changerait à jamais le cours de la guerre. Jeanne elle-même avait placé en lui une confiance presque maternelle, voyant dans le jeune baron non seulement un guerrier habile, mais un homme de foi inébranlable. Gilles possède la force de 1000 hommes et la pureté d'un ange, aurait-elle dit, selon les chroniqueurs de l'époque. Comme ces paroles sonneraient amères aux oreilles de ceux qui connaîtraient le destin qui attendait cet ange de guerre. Lorsque la pucelle d'Orléans fut capturée par les Anglais et brûlée vive sur le bûcher de Rouen, quelque chose en Gilles de Rais mourut avec elle. Des témoins rapportèrent qu'il était resté debout pendant toute l'exécution, ses mains gantées serrant si fort le pommeau de son épée que les jointures de ses doigts étaient blanches comme l'os. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse ordinaire, c'étaient des larmes de quelque chose de beaucoup plus profond et plus dangereux, la désillusion totale envers Dieu. À cet instant, tandis que les flammes consumaient le corps de la sainte guerrière, Gilles de Rais sentit sa foi s'effondrer comme un château de sable, frappé par une tempête. Si Dieu avait permis que Jeanne meure de manière si cruelle, si les voix divines qu'elle entendait n'étaient que des délires, alors peut-être le concept même de divinité était un mensonge. Et si Dieu était un mensonge, alors le diable pourrait être réel.
De retour dans ses domaines, Gilles de Rais entama une transformation qui horrifierait même les démons qu'il chercherait bientôt à invoquer. D'abord, il commença à dilapider sa fortune de manière compulsive et irrationnelle. Il organisait des fêtes qui duraient des semaines entières, où des centaines d'invités se régalaient de mets exotiques pendant qu'artistes et musiciens se produisaient jour et nuit. Les dépenses étaient si exorbitantes que ses propres administrateurs commencèrent à remettre en question sa santé mentale. Mais les fêtes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Gilles était devenu obsédé par l'alchimie et les arts occultes, dépendant des fortunes avec des charlatans et des pseudo-sages qui promettaient de transformer le métal commun en or. Sa bibliothèque, autrefois remplie de livres de chevalerie et de traités militaires, abritait désormais des grimoires interdits, des textes sur la démonologie et des manuels de rituels qui feraient faire le signe de croix à n'importe quel homme de foi. Le château de Tiffauges, sa résidence préférée, commença à dégager une atmosphère sinistre qui ne passait pas inaperçue aux visiteurs. Les anciennes tapisseries qui représentaient des saints et des batailles glorieuses furent remplacées par des symboles étranges et des images troublantes. Des bougies noires brûlaient dans des chandeliers d'argent et l'air était toujours chargé d'une odeur sucrée et nauséabonde que personne ne pouvait identifier. Les domestiques chuchotaient entre eux à propos de cris qui résonnaient depuis les tours les plus hautes pendant les nuits, et comment le seigneur du château avait changé. Ses yeux, autrefois bleus comme le ciel, semblaient désormais noirs comme des puits sans fond. C'est durant cette période de décadence spirituelle que Gilles de Rais fit la connaissance de Francesco Prelati, un jeune clerc italien se présentant comme un expert en arts occultes. Prelati était une figure fascinante et répugnante à la fois. Maigre comme un lévrier, aux doigts longs et aux ongles toujours sales, il arbordait un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Il prétendait connaître d'anciens secrets, des formules pour invoquer des démons et des rituels capables de restaurer à la fois la fortune et le pouvoir de Gilles de Rais. L'Italien apporta avec lui non seulement des connaissances interdites, mais aussi une influence corruptrice qui allait accélérer dramatiquement la chute du maréchal. Sous sa direction, Gilles commença à pratiquer des rituels de plus en plus complexes et blasphématoires. Au début, il s'agissait simplement de cérémonies avec du sang animal et d'invocations en latin corrompu. Mais Prelati chuchotait constamment à l'oreille de son protecteur que les démons exigeaient des sacrifices plus significatifs. Si vous suivez ces récits sur les moments les plus sombres de l'histoire humaine, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des reportages comme celui-ci qui révèlent les aspects les plus profonds et les plus troublants du comportement humain. Poitou rapporta également comment Gilles de Rais était devenu accro à l'acte même de tuer. Il avait besoin de plus en plus de victimes pour ressentir la même satisfaction, et ses méthodes devenaient progressivement plus élaborées et cruelles. Il avait mis au point un rituel spécifique où il forçait les enfants à assister à la mort des autres avant que leur propre tour n'arrive, se nourrissant de la terreur dans leurs yeux comme un vampire se nourrit de sang. Au fil des années, la réputation de Gilles de Rais commença à se détériorer même parmi ses pairs. Des rumeurs sinistres circulaient à la cour de France, des murmures sur des disparitions inexplicables et sur des changements étranges dans le comportement de l'ancien héros. Son apparence physique commença également à refléter la pourriture de son âme. Le visage autrefois angélique était devenu cadavérique, les yeux creux et constamment injectés de sang, et ses mains tremblaient constamment, comme si elles étaient toujours tachées de sang invisible. Ses finances, ruinées par des dépenses extravagantes et des rituels coûteux, s'effondraient complètement. Des châteaux furent vendus, des terres hypothéquées et des joyaux de famille mis en gage pour financer son obsession démoniaque. Gilles de Rais, autrefois l'homme le plus riche de France, vivait désormais au bord de la ruine, ne maintenant ses activités que grâce à des emprunts de plus en plus désespérés. Ce désespoir financier, ironiquement, commença à exposer ses crimes. Lorsqu'il tenta de vendre l'église Saint-Étienne de Montmaur, une propriété qui ne lui appartenait pas légalement, Jean le Ferron, trésorier du duc de Bretagne, refusa de valider la transaction. Consommé par la rage et le désespoir, Gilles de Rais commit l'erreur fatale d'enlever le Ferron en plein jour, violant ainsi les lois de l'Église et de l'État de manière impossible à ignorer.
Cet acte désespéré fournit au duc de Bretagne, Jean V, la justification légale nécessaire pour enquêter sur les activités de Gilles de Rèze. Ce qui commença comme une enquête sur des irrégularités financières se transforma rapidement en quelque chose de bien plus sinistre lorsque les enquêteurs commencèrent à relier les disparitions d'enfants au château du Maréchal. Pierre de l'Hôpital, président du tribunal ecclésiastique, mena une enquête minutieuse qui révéla l'ampleur réelle des crimes de Gilles de Rèze. Des témoins furent convoqués, des preuves rassemblées, et lentement, un tableau terrifiant commença à émerger. Des parents désespérés signalèrent la disparition de leurs enfants, des serviteurs brisèrent leur silence, peur d'être considérés comme complices, et même certains des complices de Gilles commencèrent à confesser dans l'espoir de sauver leur propre vie. Le procès de Gilles de Rèze, qui débuta en septembre 1440, fut un des plus sensationnels de l'histoire médiévale. Tenu simultanément par des tribunaux civils et ecclésiastiques, il attira l'attention de toute l'Europe. L'accusé lui-même, autrefois fier et arrogant, apparut devant les juges comme une ombre de lui-même, maigre, pâle, les cheveux grisants et une expression de terreur permanente dans les yeux. Initialement, Gilles de Rèze tenta de nier toutes les accusations, allégeant qu'elles étaient motivées par l'envie et la conspiration politique. Mais au fur et à mesure que les preuves s'accumulaient et que témoin après témoin relatait ses crimes, sa défense commença à s'effondrer. Confronté aux témoignages de Poitou et d'autres serviteurs qui décrivaient avec des détails graphiques ces atrocités, Gilles de Rèze finit par craquer. Le 21 octobre 1440, il avoua publiquement ses crimes devant une cour bondée. Ses aveux furent si détaillés et horribles que de nombreux spectateurs s'évanouirent ou fuirent le tribunal. Il admit avoir tué et torturé des centaines d'enfants, décrivit ses rituels sataniques avec des détails nauséabonds et implora le pardon de Dieu et des familles de ses victimes. Mais l'aspect peut-être le plus choquant de ses aveux fut l'absence totale de remords authentiques. Gilles de Rèze pleurait abondamment en parlant, mais ses larmes semblaient davantage d'autocompassion que de véritable repentir. Il semblait plus perturbé d'avoir été pris que par les vies qu'il avait détruites. Interrogé sur le nombre exact de ses victimes, Gilles de Rèze répondit qu'il avait perdu le compte, mais qu'il estimait qu'il y en avait bien plus de 40, peut-être 80, peut-être 140. Cette réponse détachée concernant des centaines de vies humaines détruites révéla la véritable profondeur de sa monstruosité. La sentence fut prononcée le 25 octobre 1440. Gilles de Rèze fut condamné à mort pour homicide, sodomie, hérésie et invocation de démons. Il devait être pendu puis brûlé, mais par une dernière miséricorde, son corps serait retiré des flammes avant d'être complètement consumé pour permettre une sépulture chrétienne. Le matin du 26 octobre, Gilles de Rèze fut conduit au lieu de l'exécution sur l'île de Beaulieu à Nantes. Une foule de milliers de personnes s'était rassemblée pour assister à la fin du monstre qui avait terrorisé la région pendant près d'une décennie. Parmi les spectateurs se trouvaient de nombreux parents qui avaient perdu leurs enfants aux appétits démoniaques du maréchal. En montant sur l'échafaud, Gilles de Rèze conservait encore quelques traces de son ancienne dignité aristocratique. Il s'était confessé en prison, avait reçu les derniers sacrements et déclaré son intention de mourir en chrétien repentant. Il s'adressa à la foule d'une voix ferme, admit ses crimes et conseilla aux jeunes présents de ne pas suivre son exemple. « Jeunes gens qui m'écoutez, dit-il, sa voix résonnant sur la mer de visages en colère, prenez exemple de moi et gardez-vous de tomber dans l'abîme où je suis tombé. J'ai été séduit par le diable dès ma jeunesse et je paie maintenant le prix de ma faiblesse et de ma méchanceté. » Lorsque la corde fut placée autour de son cou, Gilles de Rèze ferma les yeux et murmura une prière. Certains témoignages rapportent que ces derniers mots furent une demande de pardon adressée aux âmes des enfants qu'il avait tués. Le bourreau actionna le levier et le corps de celui qui avait été un héros de France se balança dans le vent froid de l'automne. Son corps fut retiré des flammes comme promis et enterré lors d'une cérémonie simple à l'église carmélite de Nantes. Même dans la mort, Gilles de Rèze continua de susciter la controverse. Certains croyaient qu'il s'était sincèrement repenti et méritait le pardon divin, tandis que d'autres affirmaient que ses crimes étaient impardonnables et que son âme était condamnée pour toujours. La mort de Gilles de Rèze n'apporta pas de clôture immédiate aux horreurs qu'il avait perpétrées.
Dans les années qui suivirent, d'autres corps d'enfants furent découverts enterrés dans les terrains de ces châteaux, suggérant que le nombre réel de ces victimes était peut-être encore plus élevé qu'on ne le pensait. Tifauge fut abandonné et finalement démoli, mais les habitants locaux continuèrent à rapporter des phénomènes étranges dans la région, des cris d'enfants qui résonnaient dans les nuits sans vent, des ombres qui se déplaçaient là où il ne devait rien y avoir, et une odeur persistante de mort qui semblait émaner de la terre elle-même. Jean Prélat, le clerc italien qui avait corrompu Gilles de Rais, échappa à l'exécution mais fut condamné à la prison à perpétuité. Il survécut à son mentor de nombreuses années, mais selon les témoignages des gardiens de prison, il ne retrouva jamais complètement la raison. Il passait des heures à converser avec des voix invisibles et à dessiner des symboles étranges sur les murs de sa cellule avec ses propres ongles. L'histoire de Gilles de Rais est devenue une légende sinistre qui s'est répandue à travers toute l'Europe, inspirant d'innombrables ballades, pièces de théâtre et contes d'horreur. Il a souvent été associé à la figure du Barde Bleu, le noble assassin des contes de fées, et son histoire a contribué à l'image de l'aristocrate décadent qui allait devenir un archétype de la littérature gothique. Mais au-delà de son importance culturelle, le cas de Gilles de Rais représente quelque chose de beaucoup plus profond et plus troublant sur la nature humaine. Il démontre comment même les individus les plus privilégiés, éduqués et respectés peuvent abriter des capacités de mal qui défient toute compréhension rationnelle. Sa transformation d'héros national en monstre génocidaire révèle la fragilité de la civilisation et la facilité avec laquelle les structures morales peuvent s'effondrer lorsqu'elles sont confrontées à la désillusion, au pouvoir absolu et aux influences corruptrices. La trajectoire de Gilles de Rais illustre aussi de manière brutale le concept du pouvoir corrompant absolument. Comme l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de France, il était devenu effectivement intouchable, capable de commettre des atrocités pendant des années sans subir de conséquences. Sa position sociale lui fournissait non seulement les moyens de commettre ces crimes, mais aussi une protection qui a rendu possible son impunité pendant près d'une décennie. Peut-être l'aspect le plus terrifiant de toute cette histoire est la normalité avec laquelle Gilles de Rais a réussi à maintenir sa façade publique tout en pratiquant ses horreurs en secret. Il n'était pas un ermite fou vivant isolé de la société, mais un membre respecté de l'aristocratie qui interagissait régulièrement avec des rois, des évêques et d'autres nobles. Cette capacité de compartimentation suggère une froideur psychologique qui est bien plus effrayante que la simple folie. L'histoire révèle également comment la société médiévale, malgré sa supposée piété chrétienne, était disposée à ignorer des signes évidents d'atrocité lorsque cela servait ses intérêts. Pendant des années, les autorités locales et ecclésiastiques ont reçu des rapports sur des disparitions suspectes, mais elles ont préféré ne pas enquêter sur un homme aussi puissant que Gilles de Rais. Ce n'est que lorsqu'il a commis des crimes contre la propre classe aristocratique que la justice a finalement agi. Au cours des siècles qui ont suivi, des psychologues et des historiens ont essayé de comprendre comment un homme a pu descendre aussi profondément dans l'abîme de la dépravation. Certaines théories suggèrent que la mort de Jeanne d'Arc a été le déclencheur qui a brisé sa foi et sa santé, tandis que d'autres évoquent des traumatismes de l'enfance ou des prédispositions psychologiques préexistantes. Mais peut-être la vérité est plus simple et plus terrifiante. Gilles de Rais était peut-être simplement un sociopathe qui, en raison des circonstances historiques spécifiques de son époque, a eu l'occasion et les moyens d'exprimer sa nature prédatrice à une échelle véritablement apocalyptique. Son histoire reste un rappel sombre que le mal ne vient pas toujours déguisé en monstre manifestement grotesque. Parfois, il porte le masque de la respectabilité, se cache derrière des titres nobles et des sourires charmeurs, et opère dans l'ombre des palais et des châteaux qui devraient représenter l'ordre et la civilisation. Gilles de Rais a prouvé que les plus grandes horreurs de l'humanité peuvent être perpétrées non pas par des barbares sauvages, mais par des hommes que la société considère comme ses meilleurs représentants. L'écho de ces crimes résonne encore aujourd'hui, non seulement comme une curiosité historique macabre, mais comme un miroir noir qui reflète les possibilités les plus sombres de la condition humaine. À chaque époque, dans chaque société, il existe des individus ayant le potentiel de devenir de nouveaux Gilles de Rais, contenus uniquement par les structures morales et légales que la civilisation construit pour se protéger d'elle-même.
Et peut-être est-ce la leçon la plus importante que nous puissions tirer de cette histoire terrible, que la barbarie n'est pas une condition primitive que nous avons surmontée grâce au progrès, mais une possibilité toujours présente qui rôde dans les ombres de l'âme humaine, attendant simplement le moment opportun pour émerger et transformer les anges en démons, les héros en monstres et les châteaux en chambres de torture. Le nom de Gilles de Rais reste gravé dans l'histoire non pas comme celui d'un héros qu'il a été un jour, mais comme l'un des assassins les plus cruels en n'ayant jamais foulé le sol de la terre. Un rappel éternel que, selon les mots d'un chroniqueur médiéval, l'enfer n'est pas dans les profondeurs de la terre, mais dans le cœur des hommes qui choisissent de l'habiter.